Mesdames, Messieurs, vous nous suivez sur Presse Afrique, c'est l'heure de votre émission Entretien. Aujourd'hui, nous recevons Boubacar Ba. Avec lui, nous allons parler de la situation politique du pays, la présidentielle de 2024, la décision du Conseil constitutionnel, la situation économique du pays, la candidature de Karim Wade, juste après ça. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, M. Massali. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui suivent Presse Afrique TV et qui se connectent aussi sur Presse Afrique. Et bonjour à tous les Sénégalais et tous ces Sénégalais qui nous suivent. Bonjour aussi et bonsoir, je dirais, aux femmes et à qui je rends hommage avec ce mois de la femme, mais particulièrement cette journée internationale du 8 mars que nous venons de fêter avec les femmes. Et vous savez, gloire aux femmes, elles sont mères, elles sont épouses, elles sont sœurs. Cette triptyque fait que la femme est au cœur de la vie, au cœur du développement. Nous le rendons hommage. Nous rendons grâce à Dieu et prions pour elles longue vie et que nous continuons à les adorer, à les aimer et en faire des partenaires pour toute la vie. Merci. Ok, je rappelle que vous êtes, vous êtes consultant, concepteur en communication et directeur exécutif de l'association des investisseurs nationaux et étrangers dans le secteur des mines du Sénégal. Vous êtes également le président du mouvement Banlieue et Avenir. Aujourd'hui, pour revenir sur la question du 8 mars, en tant que président d'un mouvement Banlieue Avenir, quelle est la place que vous donnez à la femme au sein de votre mouvement? Oui, la place qu'occupent les femmes au sein de notre mouvement sont très stratégiques, très importantes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, non seulement la femme est épouse, mais la femme est mère, mais la femme est aussi actrice de développement. Et si nous consultons les chiffres, les dernières révélations de ces 15 ou 20 dernières années, que ce soit à l'école, que ce soit dans les hautes fonctions, mais que ce soit même aujourd'hui dans la vie politique, on voit que les femmes sont en train de percer et quelquefois même, elles sont devant. Ça, c'est du fait qu'elles ont pris conscience qu'au-delà d'être épouses, qu'elles doivent participer de manière efficace et suffisante au développement de l'Afrique, mais au développement aussi de notre pays. Vous voyez aujourd'hui des femmes leaders. Quand vous allez dans le secteur privé, vous voyez que les femmes qui sont directrices de société ou qui occupent des postes de responsabilité et font plus de résultats que les hommes. Je suis désolé, ne m'en voulez pas, chers frères, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et allez-y à la Direction nationale de la statistique ou allez-y dans des bureaux qui s'occupent des questions des ressources humaines. Vous verrez, vous vérifierez vous-même de quoi il s'agit aujourd'hui, cette nouvelle dynamique auprès des femmes. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer cette jeune candidate, Anta Babacar Ngom, qui est sortie du néant, qui a prouvé qu'avec l'abnégation et la détermination, on peut faire plus ou mieux que ceux qui ont fait 20 ans, qui ont fait 20 ans ou 30 ans ou 15 ans ou 10 ans dans une carrière politique. Ça montre tout simplement qu'il y a une nouvelle dynamique et il faut les encourager, il faut leur donner la chance d'être leader, mais aussi, mais pourquoi pas, d'être femme présidente de la République. Et parce que ce n'est plus tabou, parce qu'elles sont dans la compétition et elles font leur preuve.
Revenons à présent sur la situation politique du pays. Hier, les choses sont allées très vite. Le président de la République a fixé la date de l'élection, le 24 mars, le Conseil constitutionnel pour le 31 du même mois. Alors aujourd'hui, dans la journée, le Conseil constitutionnel a sorti un communiqué qui affirme se conformer à la date du président de la République. Alors finalement, le sentiment aura lieu, le scrutin aura lieu le 24 Oui. mars. Alors, De- ainsi, donne aucun entorse n'est fait au processus électoral. Alors, les 19 candidats vont concourir au poste du président de la République. En somme, quelle est votre observation sur le scrutin actuel, D'abord, sur la situation actuelle? je parle honnêtement de cette situation qui m'a surpris, cette décision, et qui a surpris plus d'un titre. Même ceux qui demandaient l'organisation de l'élection présidentielle au plus tard avant le 2 avril sont aujourd'hui surpris de la décision du président de la République de programmer le 24. Et je crois qu'il est toujours, lui, dans sa logique. Et dès qu'il a fait sa sortie, il avait dit que mon mandat s'arrête le 2 avril. Et aujourd'hui, il a prouvé que vraiment, il a pris les dispositions à son niveau pour qu'il ne dépasse pas le 2 avril. Mais ma surprise et mes inquiétudes sont plus profondes. Parce que quand même, autant on satisfait à une demande, autant il y a une entorse sur la loi électorale, sur le code électoral. Parce que la convocation du collège électoral s'est fait 81 jours avant. Alors, comment des juges ou un président de la République peuvent aller jusqu'à vouloir ignorer cela parce que tout simplement, on veut aller aux élections avant le 2 avril. Ça, c'est une première question. La deuxième est que, au-delà de ça, la campagne électorale du premier tour dure 21 jours. Troisièmement, après le 25 février, il y a des jeunes qui sont nés entre le 25 février et le 24 mars. Ces jeunes ont droit de vote. C'est-à-dire qu'entre après le 25 février et la date qui est retenue, que ce soit le 25 mars, que ce soit le 31 mars ou le 2 juin, forcément, on devrait donner la possibilité à ces jeunes qui atteignent l'âge de vote de pouvoir aller voter. Et quelle procédure, qu'est-ce que l'État va faire? Ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'on va carrément leur enlever le droit de vote. Voilà autant de questions. Et on nous parle de droit, on nous parle de droit. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dès l'instant que la date est retenue, que tout le monde s'y mette, qu'on aille aux élections, et qu'une fois ces élections sont terminées, il faut qu'on revienne à une réorganisation de nos institutions, à un reformatage de nos institutions. Il faudrait que ce pouvoir judiciaire dont on parle, qu'il juge de tous ses pouvoirs. Ce n'est pas uniquement le Conseil constitutionnel, la Cour suprême ou la Cour d'appel qui sont les organes judiciaires qui fondent le fondement ou la force de la justice. Aujourd'hui, Il y a des décisions qui ont été prises par des juges, que ce soit au niveau des tribunaux régionaux, hein, que ce soit au niveau à un autre niveau des juridictions. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là, il doit s'exercer pleinement à tous les niveaux.
pour garantir la stabilité de nos institutions. Mais il faut que l'Assemblée nationale... On peut dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel, en tout cas, est dans son rôle, parce qu'étant donné qu'après la décision qui est sortie du dialogue avec la décision de Macky Sall, le Conseil constitutionnel a... Oui, mais on nous dit que le Conseil constitutionnel, quand il prend une décision, hein, elle est irrévocable. Mais pourtant, hier, le Conseil constitutionnel a, et ce qui n'était pas de son devoir, a proposé une date d'élection pour le 31 mars. Le lendemain, il a fait encore un communiqué aujourd'hui même pour dire que je me rends sur la date du président de la République le 24 mars. Autant de questions qui interpellent les Sénégalais, qui interpellent les juristes, les constitutionnalistes. J'ai écouté ce matin, hier autant pour moi, le professeur Babacar Gueye, qui avait des problèmes pour s'exprimer et qui était très en verbe sur ces questions du Conseil constitutionnel. Mais hier, il a eu des problèmes dans une émission de télévision à s'exprimer en disant, il disait tout le temps, c'est mon avis, c'est mon entendement. Mais dans le passé, chaque fois qu'on l'entendait, il interrogeait le droit, il disait le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les positions que prennent les Sénégalais sur certaines questions, surtout nos dirigeants ou nos sommités, elles sont prises de manière partisane selon leurs options, selon leurs visions. Et c'est ça qui est dangereux pour un pays. Donc, autant je parle pour le Conseil constitutionnel, autant je parle aussi pour l'exécutif. L'exécutif a trop tergiversé sur cette question-là. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, vous avez vu ce désaveu-là. Alors qu'il doit y avoir un autocontrôle entre les trois institutions. Et que aucune de ces institutions ne devrait dépasser ses pouvoirs. Et c'est cette situation et c'est cette démarche-là qu'il faudra engager, même jusque dans les mairies, dans les municipalités, dans les conseils départementaux, pour enfin stabiliser ce pays-là. Je crois qu'on a trop tourné en rond les Sénégalais, mais ça suffit, ça s'arrête. Allons directement aux élections. Si vraiment c'est retenu, encore que nous avons été habitués ces 3 derniers mois, ces 4 derniers mois, à des décisions de dernière minute. Espérons qu'on n'en arrivera pas là, puisque les interlocuteurs ou les acteurs, je dirais même, que ce soit les partis politiques, ils ont toujours quelque chose dans le ventre, que ce soit l'opposition, les recalés, mais aussi les candidats retenus, les 6 candidats. À quoi vous faites allusion? Mais je fais allusion aujourd'hui au PDS, à la candidature de Karim Wade. Ce sont eux qui ont soulevé cette question qui interpelle directement le Conseil constitutionnel et à laquelle le Conseil constitutionnel n'a pas encore apporté de réponse précise aussi. Et cette question doit être réglée avant même l'élection présidentielle parce que ça peut déteindre sur la fiabilité des résultats qui pourraient être proclamés. Aujourd'hui, vu la décision du Conseil constitutionnel, finalement, le PDS n'est-il pas le grand perdant avec son slogan qui scandait que voilà, Karim dina bokk par force? Vous savez, moi, j'ai fait mes premiers pas, toute ma carrière politique dans le PDS. Je suis de l'école de Wade. Je me réclame du wadisme. Mais je dis que c'est inacceptable pour 2 élections successives que le PDS ne soit pas présent à ces élections. Ça veut dire quoi? Présentement, quand on est de l'école de Wade et quand on a grandi sous l'ombre de Wade, on doit être en mesure d'anticiper sur certaines questions aussi banales que celle-ci. Et le PDS, je crois qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais ce serait grave, regrettable pour le Sénégal, je dis bien pas pour le PDS, mais pour le Sénégal, que le PDS et son candidat ne soient pas aux prochaines élections.
Et cette situation aussi est valable pour un candidat comme Bougane Gueye Dany. Quelqu'un qui s'est battu pendant 10 ans, qui a fait... à chaque parrainage, il se présente et qu'on trouve un moyen de le recaler. Comment prenez-vous une élection au Sénégal? Imaginez-vous une élection au Sénégal où les candidats les plus populaires, dans l'opposition, avec bien entendu Idriss Seck à côté, notamment Bougane Gueye Dany, Karim Wade et Ousmane Sonko ne sont pas en lice. C'est-à-dire on va vers une élection où on ne donnera pas la chance aux Sénégalais de choisir leur propre candidat. Donc, on va vers des élections où on peut retrouver avec un président par défaut ou un président par procuration. Et c'est ce contexte, c'est dans cette situation-là que nous ont plongé le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et l'exécutif. Donc vous pensez que ces trois institutions sont responsables de la situation? Mais les responsabilités sont partagées. Il faut avoir le courage politique d'annoncer cela. Mais plus jamais ça. Plus jamais ça. On salue la détermination, l'engagement, mais l'esprit de modération de nos autorités religieuses, mais aussi de la société civile, une partie de la société civile qui a joué son rôle en créant les conditions de retrouvailles sans grand heure, sans confrontation. Okay. Aujourd'hui, pour revenir un peu au Parti démocratique sénégalais, le PDS avec le candidat Karim Wade, pensez-vous que vous ne pensez pas que le parti en question était peut-être en failli quelque part, parce qu'aujourd'hui on a toujours annoncé l'arrivée de Karim Wade qui n'est jamais venu, et un candidat qui n'est pas là, on va aux choses sérieuses comme l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a quelque part un manquement, vous ne pensez pas? Non, d'abord il faut comprendre que le PDS s'est vidé de beaucoup de ses militants et responsables de longue lutte. Les uns par frustration, les uns par trahison, d'autres pour des problèmes personnels, de santé ou de moyens. Parce que quand tu fais 25 ans dans l'opposition et que tu arrives au pouvoir, tu fais 12 ans, il y a un temps de lassitude pour certains qui ont un certain âge et qui ne peuvent pas encore revenir dans l'opposition pour faire du chemin. C'est pourquoi certains ont laissé la place à une génération qui est arrivée, mais il faut dire qu'il faut aller plus loin, encore plus vers le coaching. Si le PDS ne participe pas à cette élection présidentielle, il faut dire qu'il y a l'élection législative qui s'approche. Il faudrait que le candidat Karim Wade, s'il est recalé, qui revienne soutenir son parti après l'élection présidentielle en direction des élections législatives, pour que le parti se réorganise, se positionne. Vous avez vu l'exemple d'Abdoulaye Wade est un modèle. Combien d'années il a fait dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir? Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons un candidat mature, un président responsable, techniquement compétent, socialement utile et politiquement engagé. Quelqu'un qui pourra remettre le Sénégal au travail. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut discuter et dialoguer avec n'importe quelle puissance, avec n'importe quelle organisation. Mais quelqu'un qui redonnera l'espoir aussi à la jeunesse et qui créera les conditions de l'implication de la jeunesse à partir de nos réalités économiques, sociales, mais aussi à partir des ressources dont dispose le Sénégal.
le président Macky Sall et le Benno Bokk Yakaar nous ont vendu un Sénégal émergent, moi, pour le prochain chef de l'État du Sénégal, moi, je préférerais qu'il nous parle d'un Sénégal prospère. On reviendra en tout cas sur cette question. Alors, restons toujours sur la présidentielle, les élections. Pensez-vous qu'il y aurait, en tout cas, possible d'organiser des élections libres et transparentes au Sénégal? Oui, d'abord, il faut dire que pour le moment, le processus est biaisé. Je l'ai dit tout tantôt, à l'entame de mon propos, que d'abord, on aura pris 21 jours de campagne, on aura un deuxième tour après le 2 avril, s'il y a un deuxième tour. Il y aura encore une autre crise institutionnelle qui va s'installer. Qui sera le président de la République ou qui va assurer l'intérim après le départ du président de la République? Et si le président de la République, l'acte président de la République dit que pour remettre tout au départ, pour permettre d'organiser des élections inclusives, démocratiques, je démissionne le 23 et que le président de l'Assemblée nationale ait suffisamment de temps pour convoquer le collège électoral et que tous les autres partis ou leaders qui ont été recalés reviennent dans la course et que, même si on a 40 candidats, que les Sénégalais choisissent parmi ces 40 candidats celui qui va diriger le pays. C'est une hypothèse. C'est pourquoi je vous dis, jusqu'au 21, il peut toujours, c'est-à-dire que pour moi, jusqu'à présent, jusqu'à cette date-là, l'organisation d'élections n'est pas certaine. Mais mon souhait, c'est qu'on organise le plus rapidement les élections et qu'on refasse autre chose. Quand même, ce que je veux éviter au Sénégal, et ce que je veux qu'on nous l'évite, c'est qu'on nous élise un président par défaut ou un président par procuration. Et qu'on tombe sur quelqu'un qui va nous replonger dans une situation d'attente et de combat pendant les 5 années à venir encore. C'est pourquoi, pour moi, il me semble assez risqué d'organiser les élections sans que les Sénégalais n'écoutent au maximum l'ensemble des candidats qui sont en compétition. Un autre facteur extrêmement important, facteur sociologique et social. Les 90% des Sénégalais, je dis bien, les 90% ou 95% des Sénégalais seront en carême, en jeûne, pendant la période de campagne électorale. Pendant que les candidats sont diffusés à la télévision, ils sont en train de couper, que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens. Et on vous dit que cela n'a pas d'effet sur les élections. Mais c'est extrêmement grave d'apprécier cela. Parce que tout simplement, on suit la pression de groupes de candidats qui disent non, c'est nous qui avons été retenus. Il faut aller aux élections, quel que soit Alpha. Dans les deux cas de figure, autant on ira aux élections le 24 et après le 24, le 2 avril, s'il y a un deuxième tour, c'est quelqu'un d'autre qui va assurer l'intérim du président de la République. Autant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si de tels cas se posent avec la question de l'intérim, y a-t-il en tout cas un chamboulement qui peut venir par rapport aux élections? Il faut interroger les juristes. Interroger, comment dirais-je encore, l'Assemblée nationale, interroger l'exécutif, la société civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Autant l'élection se déroulera le plus rapidement possible dans le respect de la loi électorale, dans le respect de la Constitution, autant
le Sénégal aura plus de garanties et de chances. Et moi, je dis, même si ce n'est pas le président Macky Sall qui assure l'intérim, et que le président de l'Assemblée nationale, dans la légalité, dans les cas de figure précités par la loi, le président de l'Assemblée nationale peut assurer pendant 60 à 82 jours pour organiser les élections. Autant aller dans cette formule-là et que des élections libres, transparentes, exemptes de toute contestation, soient organisées pour le futur et la stabilité de notre pays. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez de dire, pour rester toujours dans le cadre de l'élection présidentielle, que pensez-vous du fichier électoral? Pensez-vous que ce fichier est fiable? Oui, mais c'est cette même opposition qui dit qu'il faut aller aux élections, qui a dit qu'il y a 900 000 électeurs qu'on nous dit qu'ils ne sont pas identifiés dans le fichier. On nous dit, par exemple, si on évalue les parrainages de ceux qui sont recalés, ils sont autour de 1 million et quelques. 1 million 100, 1 million 200, plus 900 000, ça fait 2 millions 100. 2 millions 100 d'incertitudes sur le fichier électoral. Comment ils peuvent aller aux élections dans ces conditions-là? Autant ils ont été recalés parce qu'on leur a dit que leur clé n'est pas bonne, autant leurs militants ou certains Sénégalais qui vont voter peuvent se voir interdire le jour des élections parce que leur nom ne figure pas sur la liste électorale donc de leur ancien centre de vote ou de leur lieu de vote. Il y a énormément de questions qui nous interpellent aujourd'hui, qui interpellent le processus électoral. Et ça, je ne sais pas comment l'opposition a insisté à l'organisation des élections tout en escamotant toutes ces questions-là. Donc aujourd'hui, pensez-vous que Macky Sall va sortir par la grande porte? Mais moi, je crois que il a déjà beaucoup fait pour le pays. Il a déjà beaucoup fait pour le pays. Il faut le lui reconnaître. Vraiment, il a beaucoup travaillé. Mais malheureusement, le malheur, c'est quoi? C'est au niveau des questions de transparence et de bonne gouvernance. Et l'homme que j'ai connu, que j'ai fréquenté, d'abord au niveau du PDS, au niveau de la CIE, c'est l'initiative et stratégie donc du cadre du PDS, avec qui j'ai cheminé, je sais que c'est un homme engagé. Mais malheureusement, ce qui s'est passé ces derniers temps risque de déteindre sur son départ. Mais il faut lui reconnaître le mérite d'avoir été un président travailleur, d'avoir été un président qui a une audience internationale, mais que, vous savez, entre Sénégalais, on sait se pardonner. Qu'on lui facilite son départ tranquillement et que le prochain président de la République qui sera élu fasse beaucoup attention et qu'on travaille sur les questions de transparence et de bonne gouvernance. On ne peut pas continuer à dire non, on passe l'éponge sous. On ne peut pas avoir aujourd'hui des dossiers de détournement ou des gens qui ont été ciblés, qui ont été cités dans des dossiers de 30 milliards, 80 milliards, 100 milliards, je ne sais pas quoi, et qu'on dise non, il faut passer l'éponge. Il faut que le Sénégal s'arrête un moment et que de nouvelles mesures fermes soient prises et que les corps de contrôle qui sont là aujourd'hui, qui sont des structures et des organisations très bien faites, puissent jouir de le plein droit et de le plein exercice pour sanctionner les fautifs. Il faut chercher la corruption dans ce pays-là, à tous les niveaux. Pour rester toujours sur cette même question, alors comment percevez-vous la loi d'amnistie selon Ousmane Diallo d'Amnesty International, les familles des victimes risquent d'être lésées par cette loi. Il y a eu, on parle de 60 morts et 15 blessés entre 2021 et 2024. Alors, par rapport avec toutes ces questions, faut-il, au nom d'un apaisement, taire ces actes? Non, on ne peut pas taire des crimes.
vous savez, c'est douloureux. Quand on te trouve chez toi, 10 minutes après la sortie de ton fils, on vient te dire qu'il est mort par balle, ou bien qu'il a été agressé, il est mort. Dans le cadre de ces manifestations-là, on ne peut pas les oublier. Mais dès l'instant qu'ils ont voté la loi d'amnistie, les mesures d'accompagnement doivent suivre immédiatement et même plus rapidement que l'application de la loi d'amnistie. Aujourd'hui, en même temps que l'Assemblée nationale ait voté cette loi d'amnistie, en même temps, le ministre de l'économie et des finances doit introduire une loi de finances rectificative qui met en place un budget pour réparation. Parce que si on s'engage dans la voie dans une autre voie que celle de réparation, les procédures seront longues et les victimes risquent de rester sur leur faim. Aujourd'hui, il faut rapidement une LFR, loi de finances rectificative, qu'un budget au moins variant entre 50 et 75 milliards soit mis en place pour d'abord des réparations. Vous savez, dans les assurances, quand vous avez des victimes d'accidents, on vous dit, écoutez, pour la victime, c'est 10 millions ou 15 millions. La victime a un père ou une mère. moo ko si wolof bu gën a gaaw bu gën a leer bu waajur boobu doon xale boobu bu doon dund mooy dundal waajuram donc il faut indemniser les parents. C'est une consolation, on ne peut rien parce que c'est-à-dire que si on entre dans les procédures d'indemnisation, elles seront longues, elles ne seront jamais indemnisées. Si la victime a une femme, sa femme, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Je propose aujourd'hui qu'au moins qu'il y ait une indemnisation de 10 à 15 millions directs, mais qu'il y ait une indemnisation des parents de 2 à 3 millions des pères et des mères selon les situations familiales de la victime. Une victime qui a 4 enfants, 3, et que ces enfants aussi soient indemnisés. Mais qu'on prenne en charge aussi les enfants qui ont moins de 15 ans, comme pupitre de la nation, jusqu'à l'âge de 3 jusqu'à 10 ans, qu'on les prenne en charge et qu'on les accompagne dans le secondaire jusqu'à l'âge de 15 ans. Ça, c'est le minimum que l'État peut faire. L'État a pris la responsabilité de vouloir effacer tout ça pour le pardon et la paix valent cela. C'est mieux que de nous retrouver dans une confrontation permanente. Mais il faut aller très vite pour au moins soulager un tant soit peu, je dis, les familles des victimes. Moi, c'est ce que je pose sur cela. Ils ont déjà voté la loi. Il faut accélérer. Et avant qu'on aille en élection présidentielle, qu'on commence les procédures de réparation. C'est très facile. Ils connaissent la liste. Il ne s'agira pas uniquement d'indemniser les victimes, les familles des victimes de ceux qui sont décédés. Mais les victimes qui ont connu aussi des dégâts collatéraux tels que les magasins qui ont été pillés, les commerces qui ont été pillés, les véhicules qui ont été brûlés, les stations, un accompagnement à ces stations de service dans lesquelles aujourd'hui on a des pères de famille qui sont en chômage depuis maintenant 2 ans, 3 ans, qui ont été exclus à cause de cela. Moi, je crois que c'est cette démarche. Si on veut une réconciliation nationale, si on veut mettre tout le monde à l'aise, c'est à tous les niveaux qu'il faut engager ces procédures-là. Si on s'en limite à cette amnistie, c'est comme si on est en train de vouloir régler des problèmes de quelques hommes politiques. Okay. Je rappelle que nous sommes avec Boubacar Ba. Boubacar Ba est consultant, concepteur en communication, directeur exécutif de l'association des investisseurs étrangers, des investisseurs nationaux et étrangers dans le Sénégal, au niveau du secteur minier au Sénégal. Également, vous êtes le président du mouvement Banlieue Avenir. Aujourd'hui, nous allons à l'élection présidentielle avec 19 candidats. Selon vous, qui sera le meilleur profil selon vous? Nous aurions besoin d'un président très mature, d'un président très expérimenté,
d'un président qui a de l'audace, d'un président travailleur, d'un président techniquement engagé, socialement utile, techniquement engagé, socialement utile, techniquement compétent, socialement utile et politiquement engagé. Techniquement compétent, socialement utile et politiquement engagé. Quand je parle de politiquement engagé, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est quelqu'un qui sait faire face aux situations de crise, quelqu'un qui sait créer des situations d'apaisement, de dialogue, pour remettre tous les Sénégalais au travail. Parce que la politique, c'est rien d'autre qu'une volonté de satisfaire les attentes des populations par rapport à un projet de société ou un programme qu'on déroule. Ok, toujours... Et à ce niveau, aujourd'hui, je dis qu'il y a des candidats qui se valent dans ce pays-là. Bon, nonobstant le candidat Karim Wade, s'il n'est pas retenu, aujourd'hui, le profil du président Idriss Seck, voilà quelqu'un qui a de la maturité politique. Et qu'aujourd'hui, qui fait soulever au-dessus de la mêlée. Depuis 3 mois, les gens le taquinaient avant même, en disant que c'est en parlant de ses allers-retours. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison, pour la bonne et simple raison que les Sénégalais continuent à dialoguer et qu'on continue à vivre, à vivre ou à subir ou à constater des protocoles. Il y a des arrangements. C'est parce qu'on a accepté de dialoguer qu'il faut qu'on le fait. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de quelqu'un qui va mettre les Sénégalais au travail. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui viendra pour des règlements de compte. Politique politicienne. Le Sénégal est à la croisée des chemins, je le répète. Sur le plan économique aujourd'hui... Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut parler de règlement de compte dans ce cas? Non. Parce qu'on a vu depuis 2021, à nos jours, tous moi, je parle même pas... qui ont perdu leur vie et tout ça. Non, je ne parle même pas de ce cas, à ce niveau-là. Voilà. Moi, je parle d'une chasse aux sorcières et de règlement au compte. Aujourd'hui, bien entendu, on ne fera pas table rase sur les crimes financiers. Les gens parlent de crimes aujourd'hui humains ou d'autres, mais les crimes financiers sont plus graves dans ce pays-là. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller qui se passe dans ce pays-là depuis maintenant 25 ans, 30 ans maintenant, mais il faut qu'on mette fin à cela. Et que, je ne dis pas qu'il faut arrêter tout le monde, mais il faut traquer et saisir les biens qui appartiennent à l'État sur ceux qui sont enrichis sur le dos des populations ou ceux qui ont engagé des malversations qui ont des conséquences extrêmement notoires sur notre économie. Okay. Et pour cela, la première chose qu'il faut faire, c'est de renforcer des corps de contrôle, c'est de mettre un dispositif très fort pour la transparence et la bonne gouvernance, pour la lutte contre la corruption et la concussion. Vous avez parlé de choses solvables pour notre économie. Alors aujourd'hui, sur l'urbanisme, Dakar connaît de vraies mutations avec, je dirais, le TER et le BRT. Pensez-vous que cela soit salvateur? Mais c'est salvateur dès l'instant que ça apporte des solutions. Et ça améliore largement la mobilité des personnes. Parce que Paris a son RR, New York, toutes les grandes métropoles ont leur train express régional. Toutes les grandes métropoles l'ont. Dakar ne peut pas être en reste avec le nouvel aéroport qui est aujourd'hui dans la zone de Diass-Diamniadio. Le BRT aussi, c'est une réponse. Ce n'est pas la réponse définitive. Parce que son tracé, son itinéraire ne touche pas la profondeur des banlieues. Mais quand même, au moins, il fait un ramassage intéressant. Mais cela n'explique pas aussi
que ces projets-là ne seront pas audités. Non, il y a eu des choses qui sont extrêmement graves qui se sont passées sur le terre, mais il faudra que l'État, que le prochain chef de l'État clarifie au moins ce qui s'est passé sur ces grands projets-là. Ça, c'est clair et net. Il faut saluer maintenant l'idée de projet, sa mise en œuvre, sa réalisation. Mais à côté, quand même, en réalisant un projet, on a créé une très grande injustice chez les impactés du terre. Jusqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas entrés en possession, 6 ans déjà, des terrains que leur avait attribué le président de la République. Alors qu'en 1 an, en 6 mois, on a des projets d'aménagement, d'habitat à Kébémer, à Kaffrine, partout à Dakar, qui sortent de terre. Pour ces personnes qui ont accepté de se sacrifier et qui laissent aujourd'hui le terre circuler sur leur propre maison, il faut toujours en attendre depuis 5 ans. C'est une injustice profonde et qu'il faut réparer immédiatement, avant même le départ du président de la République. Ok, en tant que directeur exécutif national et étranger dans le secteur minier du Sénégal, aujourd'hui, parlons un peu d'économie. Au Sénégal, nous avons presque beaucoup de ressources naturelles, nous avons de l'or, nous avons du pétrole, du zinc, cuivre, etc. Alors, le Sénégal, si je peux me résumer, est riche et on est pauvre. Pourquoi? Oui, d'abord, je profite de l'occasion pour saluer mes collègues de NSMIN, Association des investisseurs nationaux et étrangers dans le secteur minier, notamment le président, qui est la personne morale, M. Sultan Diop, et aussi le secrétaire général ou le trésorier, M. Bieyam, pour dire tout simplement que le Sénégal est à la croisée des chemins. Mais notre économie aussi, on a l'impression que notre économie étouffe. On a l'impression que notre économie aussi est extravertie. Ça, on le disait il y a 20 ans, mais aujourd'hui, dans la nouvelle forme de mise en valeur de nos ressources minières, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit l'or, que ce soit le phosphate. Aujourd'hui, on a découvert plus de réserves en matière de phosphate, plus que ce qu'on a exploité ces 30 ou 40 dernières années. Mais on nous dit que les Sénégalais ne peuvent pas exploiter ça. Et quel est le problème? On se retourne vers les étrangers. On a des permis et ce sont eux qui viennent nous racheter les permis pour exploiter. Et finalement, nous restons des agents, des exécutants. À ce rythme, on ne développera pas le Sénégal. Donc, si le Koweït, si le Qatar ou l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, où les Saoudiens ou les Qatariens sont devenus de grands hommes d'affaires, c'est parce que ils ont mis en place un dispositif qui a mis en avant la préférence nationale et ce qui fait que ces pays-là se développent aujourd'hui. Quand vous allez en Arabie Saoudite, à Riyad, quand vous allez au Qatar ou quand vous allez à Koweït, vous verrez que ces pays-là n'ont rien à envier à l'Occident. Ou quand vous allez à Dubaï. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont mis en place des modèles économiques qui mettent en avant la préférence nationale, la richesse nationale. Et aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, qu'on n'a pas de capitaines d'industrie dans les secteurs miniers qui sont en minier, qui sont en gestation au Sénégal. Ce sont des étrangers qui viennent, qui mettent 60 ou 75% et qui contrôlent encore notre économie. C'est pourquoi on te dit que le Sénégal est pauvre. Quand le Sénégal est riche, mais le Sénégal est pauvre. Ça veut dire tout simplement que les ressources ou les gains tirés de ces ressources minières sont extravertis. Est-ce qu'on va continuer à accepter cela? C'est à cela que je lance le président, le prochain président de la République. Ok, nous avons... ma dernière question. Oui. Alors, nous allons vers les élections présidentielles. Un nouveau président sera élu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à ce dernier pour
le développement du pays? D'abord, Ces ressources que contient le Sénégal. il faut donner confiance au peuple. Il faut plus d'attention et d'engagement à la jeunesse de notre pays. Il faut une implication des femmes. Mais aussi, il faut associer les adultes qui ont de l'expérience, qui ont du vécu dans le processus économique. Mais il faut surtout mettre en valeur nos ressources minières. Il faut aller vers l'industrialisation et l'industrie. Il faut aller vers des processus de transformation, d'emballage et de compétitivité de nos produits. Mais il faut surtout tenir notre économie. Il faut surtout protéger nos ressources. Il faut surtout sécuriser nos frontières. Il faut surtout que l'espoir, la confiance et la sécurité renaissent à l'intérieur du pays pour que les Sénégalais se sentent en confiance, pour que les Sénégalais s'engagent pleinement. Je vous dis, au-delà d'un Sénégal émergent, moi je prône pour un Sénégal prospère. Pour un Sénégal prospère, nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons les ressources qu'il faut. Nous avons les sous-sols qu'il faut. Nous avons un territoire, un petit pays de 196 201 km². Nous avons une population de 17 millions d'habitants. Nous avons de l'or. Nous avons du pétrole. Nous avons aujourd'hui du gaz partout au Sénégal. Nous avons du phosphate à Tamba, à Matam, à Kédougou, à Louga. Nous avons du manganèse. Nous avons du lithium même. Nous avons du basalte, le meilleur basalte. Renforçons le système de transport. Ferroviaire. L'État doit accélérer le processus de la ligne Kédougou, Tamba, Thiès, Dakar, Ndayane, pour que nos ressources minières soient exploitées et bien transportées. Le Sénégal doit renforcer sa capacité de transport maritime en fret. Le Sénégal doit renforcer sa flotte aérienne. Mais le Sénégal aussi doit améliorer son réseau routier avec les pays voisins. Ce que de Nouadhibou en passant par Nouakchott, en passant par Matam, par Saint-Louis, tu passes par Thiès, Dakar, Kaolack, tu peux te rendre à Banjul, mais aussi jusqu'à Conakry, jusqu'à Abidjan, par la voie routière. Okay, donc, aujourd'hui, le développement, les Sénégalais ont ce qu'il faut. Il faudra il faut aussi participer et gagner la compétition et la bataille dans le digital. Mais c'est surtout aussi, je lance un appel à ces grands qui se disent les capitaines d'industrie du Sénégal, qui sont là, des barons, qui profitent de tous les pouvoirs, qui sont là depuis plus de 40 ans, qui te disent que c'est des industriels, qui bloquent la route aux jeunes industriels ambitieux, qui sachent que le temps est arrivé de passer le témoin à ces jeunes qui ont envie et de s'ouvrir à eux pour que ces jeunes aussi prennent le flambeau. Et que le prochain chef de l'État comprenne qu'on a envie de changer et d'évoluer et qu'on ne nous enferme pas encore dans des cancans ou dans des organisations qui n'ont d'avantages et de réalités que de nom pour le Sénégal, mais qui ne profitent au fait qu'à 5 ou 7 hommes d'affaires sénégalais au détriment de toute cette jeunesse et de tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans le secteur privé, qui éclosent mais qui n'ont pas la possibilité de s'épanouir comme il faut. Okay, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission, entretien. Peut-être un dernier mot. Un dernier mot, c'est à l'endroit des Sénégalais. C'est un appel à la paix. C'est un appel au réveil. C'est un appel à l'engagement. C'est un appel à la préférence nationale pour que ce Sénégal enfin ait des capitaines d'industrie,
pour que le Sénégal, dans les 10 ans ou 15 ans à venir, puisse commencer à être cité dans le concert des grandes nations, des pays, je ne dirais pas émergents, mais qui sont sur les rampes de la prospérité. Vive le Sénégal, vive la paix et à très bientôt. Merci beaucoup. On vous remercie également d'avoir accepté d'être sur nos plateaux avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, restez connectés sur Presse Afrique TV. On se donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci et à très bientôt.